Sung Jin-woo est allé au Japon demande un homme. Son ami répond qu'il a entendu dire que Madame Sellner n'a même pas libéré un seul niveau de son pouvoir. Il va mourir, remarque le chauve. Un autre explique que tous leurs pouvoirs ont été améliorés par Madame Sellner et qu'il devrait bien savoir que les capacités des chasseurs ordinaires sont limitées. Il se demande alors s'il est un rééveillé, ce à quoi l'autre répond qu'il est sûrement en train de se laisser emporter par sa force, se demandant s'il pense vraiment que ces insectes sont égaux aux géants, ajoutant que les chasseurs qui se surestiment finissent par se faire tuer. Il parie son yacht qu'il mourra en un jour. Je parie ma maison qu'il mourra dans 2 jours. Vous êtes sûr de ça intervient André. Il parie alors l'immeuble de la guilde des charognards que Jin survivra. Il ajoute qu'il devrait se concentrer sur la porte de niveau S qui est apparue de leur côté, car la rupture du donjon est pour demain, et se demande combien d'entre eux survivront demain. Thomas dit que cela aurait été plus amusant de jouer au Japon plutôt qu'aux États-Unis. Cependant, il est sûr que les choses deviendront intéressantes ici demain. En tout cas, de retour au Japon, les journalistes sont en admiration et rapportent que les invocations de Jin éliminent les géants. Les géants monstrueux sont dévorés par les insectes, dit-il. Pendant ce temps, une fille court pour sauver sa vie lorsqu'une ombre apparaît, tranchant la main du géant. Ygritte attrape la fille alors que le géant hurle de douleur. Acier tombe alors du ciel, rugissant avant de fracasser la tête du monstre, le faisant s'écraser au sol. Ygritte et la fille regardent, voyant Acier totalement badass rugir triomphalement sur le cadavre du géant. Il sourit avant de soupirer en caressant la tête de l'enfant. Jin dit que Acier est excité à cause de sa promotion, pensant que c'est un bon travail de la part d'Acier. Un soldat le remercie, mais l'interrompt en lui montrant son pouce, renvoyant les remerciements, ce qui le choque. Le maître de guilde dit à Jin-ho de prendre l'homme et de conclure l'évacuation. Il accepte. Le vice-maître de guilde conduit l'homme. À présent, il est temps de passer aux choses sérieuses, dit-il, et prononce « Lève-toi, abonne-toi pour la suite ». Des hommes rapportent que plusieurs villes ont été libérées à travers le Japon. Choqué, Matsumoto se demande comment cela est possible. Il repense à Goto, qui avait raison depuis le début en voyant les yeux de Jin à l'aéroport. Parmi tous les chasseurs qu'il a rencontrés, Jin est incomparablement le plus puissant. Matsumoto se présente et va droit au but, disant à Jin que les géants se dirigent vers Osaka et qu'il devrait prioriser la défense de cette ville. Un homme traduit ces paroles. Matsumoto pense que, peu importe la force de Jin, il ne pourra pas vaincre tous les géants à lui seul. Alors ils négocieront avec d'autres pays pendant qu'il les retient. « Je refuse », dit Jin, choquant les Japonais. Matsumoto lui demande alors ce qu'il compte faire tout en ayant des doutes. Il comprend rapidement que Jin a l'intention d'affronter tous les géants seul. En regardant les géants, Jin réfléchit à la manière de les nommer. Il décide de les appeler 1, 2, 3, 4 et 5, le 6e étant celui que Beru vient d'abattre. Le monarque des ombres dit à Jin-ho de se préparer sans lui, car il va utiliser l'échange d'ombres pour se déplacer et créer des soldats. Jin sait que tout a été facile jusqu'à présent, mais que ce n'est probablement que le début. Les soldats de l'ombre, à travers le Japon, ont aidé les chasseurs à tuer les géants grâce au mana abondante de Jin. Une bataille prolongée comme celle-ci ne pose aucun problème. Les géants, épuisés, n'avaient aucune chance contre l'armée immortelle de Jin. Cependant, d'autres brèches de donjons ont eu lieu dans tout le Japon à cause de la brèche de donjon de rang S. Par conséquent, des monstres de rang inférieur occupent les villes aux côtés des géants, ce qui signifie que l'évacuation et la subjugation doivent se faire simultanément. La 7e nuit après l'ouverture du donjon, Jin-woo et son vice-chef de guilde marchent à travers la ville, constatant qu'elle est en ruine. C'est alors qu'ils sont interpellés par Hanekawa, qui leur demande s'il y a d'autres chasseurs dans les environs. Hanekawa annonce à Jin qu'il n'y a plus personne à Tokyo à part elle. Elle ajoute qu'ils ne savent même pas combien de pertes ont été subies et que les géants se sont dispersés dans tout le Japon. Nous apprenons que, au total, 16 chasseurs de rang S ont été envoyés à travers le Japon. 6 japonais, 2 chinois, 3 canadiens, 2 indiens, 1 russe et 1 britannique. 6 groupes en tout. Parmi les victimes, il y a Yuri Orlov de Russie, Hanzawa Kuki de la Guilde des Trous Noirs et Lucas Oil du Canada. Comme la plupart des géants se déplacent en groupe, la situation est encore plus difficile qu'une porte de rang A. Jin suppose que beaucoup de chasseurs de rang A ont péri, puisque 3 chasseurs de rang S sont déjà tombés. En tout, 31 géants sont apparus, dont un qui est en train de traverser la mer vers la Chine. Il manque cruellement de personnel pour défendre tout le Japon, mais grâce à Jin-woo, la plupart des géants ont déjà été éliminés. Les derniers sont pris en charge par l'armée des ombres et les chasseurs restants. Très bien, suppose Jin. Il ne reste donc plus que toi. Jin-woo pense que la vue lui semble familière. Bien que la ville ne soit pas en train de brûler, son état de ruine lui rappelle le château des démons.
Il note que ce dernier pourrait avoir été un indice du système et se demande ce que l'architecte voulait lui dire. Cependant, l'architecte est déjà mort et disparu, et comme rien ne s'est manifesté depuis, cela pourrait bien avoir été son véritable corps. Même si le château des démons était un indice sur l'avenir, Jin sait qu'il lui suffit d'empêcher cette vision de devenir réalité. Il annonce alors que tout le monde est là et qu'il est temps de commencer. Perplexe, Hanekawa remarque qu'il n'y a pourtant aucun autre chasseur aux alentours, mais Jin réaffirme que tout le monde est bien présent. Pendant ce temps, Kanae, agacée, s'assoit. Minoru lui fait remarquer que même si la situation est frustrante, tout est sous contrôle, ce qui est une bonne chose. D'accord, mais insatisfaite, Kanae réfléchit au fait que personne ne semble se soucier des géants contre lesquels ils se sont pourtant durement battus. Et maintenant, ils vont à Tokyo, laissant les géants à peine en vie. Comme s'ils voulaient qu'ils s'occupent du reste, pense-t-elle en qualifiant les invocations d'agaçantes. De retour à Tokyo, les invocations sont prêtes et dispersées dans toute la ville. Hanekawa observe les rangs, notant la présence des invocations les plus puissantes à l'arrière, entourées par un plus grand nombre d'unités de rang inférieur. Les généraux de Jin s'agenouillent alors que Beru descend du ciel et s'écrase derrière Jinwoo. Accueillant la fourmi avec un sourire, Jin félicite tout le monde pour leur excellent travail avant d'ordonner à Jinho d'emmener Hanekawa en lieu sûr. Puis, levant le bras, il appelle ses soldats et leur donne l'ordre d'attaquer. Et une nouvelle bataille commence. Après que Jinwoo ait ordonné à ses invocations de charger, Beru pousse un cri strident alors que toute l'armée des ombres se rue en avant, submergeant la ville comme un tsunami. L'armée fonce vers le gigantesque géant, mais lorsqu'ils approchent, une lueur dangereuse brille dans les yeux de la créature, alarmant le monarque des ombres. Soudain, le géant disparaît et traverse l'armée à une vitesse fulgurante, tranchant les rangs d'un seul coup. Jin est stupéfait par sa puissance, voyant plus de 100 de ses soldats être anéantis en un instant. Le géant est titanesque et la quantité de mana qu'il dégage donne presque envie à Jin de fuir. Il se demande comment une telle entité peut exister, surtout qu'elle parvient à le rendre nerveux. Jin sait qu'il n'existe que deux façons de se débarrasser d'une telle agitation, fuir et oublier, ou bien éliminer la menace. Alors qu'un géant d'ombre tente une attaque surprise, la créature bloque la boule de feu de Croc avec sa main et coupe immédiatement les deux invocations en deux d'un seul coup d'épée. Des fourmis l'assaillent, mordant son pied colossal, mais il les projette d'un puissant coup de pied. À ce moment-là, Beru s'apprête à attaquer, mais Jin lève la main et ordonne à ses généraux d'attendre. Pas encore, tout cela est dans mes prévisions. Jin sait qu'il a suffisamment de mana à disposition et doit continuer l'assaut pour découvrir la faiblesse de l'ennemi. Son mana s'épuise peu à peu alors que ses ombres sont écrasées. Il remarque que le géant ne semble jamais se défendre car son mana forme une armure protectrice autour de lui. Pourtant, une attaque a réussi à passer. C'est alors que Jin invoque Kaizel et passe à l'offensive avec ses généraux. Beru charge le géant mais celui-ci esquive, faisant rebondir Beru contre son bouclier de mana. Kaizel s'élance dans les airs tandis qu'Ygris charge son épée et lance une vague d'éclairs sur le monstre. Pourtant, celui-ci esquive encore et contre-attaque d'un coup d'épée, abattant le wyvern qui grimpait le long de son bras. Le géant est surpris lorsque Ygris envoie une nouvelle attaque. Il bloque avec sa main, mais aveuglé par la lumière de la foudre, il ne voit pas Jin fondre sur lui et lui mutiler l'œil droit, prouvant ainsi sa théorie. C'est alors que Beru fonce et lacère le visage du géant. Simultanément, Jin utilise son autorité du souverain pour invoquer toutes ses dagues et engage un combat acharné contre la bête géante. Alors que le monstre se débat, Hanekawa comprend que ce n'est plus un affrontement entre un chasseur et une créature, mais un duel entre deux monstres. Jinho, impressionné, observe son ami alors que Jin continue de lacérer le visage du géant. Finalement, il utilise mutilation pour réduire son œil en morceaux, faisant jaillir du sang tandis que le géant hurle de douleur. Jin appelle Beru, qui plonge directement dans l'orbite du monstre et spamme mutilation de l'intérieur. Jin continue de découper l'extérieur tandis que Beru le déchiquette de l'intérieur. Le géant, avec le visage lacéré et crachant du sang, tombe à genoux avant que Jin ne soit notifié que l'ennemi a été vaincu. Un grand merci pour votre soutien constant. Ça me fait super plaisir de voir que le contenu vous plaît. Abonne-toi pour la suite.